Avez-vous confiance en votre gouvernement? Pensez-vous que les élites, les gens que vous avez élus pour vous gouverner, ont pour seul but votre réel bien-être? Que leur objectif premier est de vous aider, vous protéger, vous et les gens auxquels vous tenez? Qu'à chaque occasion, vous serez leur priorité? Qu'ils sont honnêtes avec vous? Si une puissance divine était découverte sur Terre, une vérité capable de détruire toutes les fondations des croyances humaines, si un danger imminent arrivait, vous protégerait-il vous ou leurs enfants? Film et série recap. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un film de 1998 appelé X-Files, Combattre le futur. La vérité est bien là, mais elle ne vous est pas donnée. Le film commence il y a 30 000 ans, dans ce qui est aujourd'hui le Texas. Deux hommes préhistoriques fuient le blizzard et trouvent refuge dans une grotte isolée. En s'aventurant à l'intérieur, ils s'aperçoivent que ce n'est pas une structure conventionnelle. Quelque chose a traversé la glace et la roche. Une chose immense. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément, une étrange lumière bleue sur les remparts les attire. Dans les murs, ils découvrent un homme dans la glace, cryogénisé. Une créature étrange, humanoïde, mais inconnue, les attaque alors. Extrêmement agressive, elle tue l'un d'eux. Le survivant, en quête de vengeance, traque la bête blessée. Devant lui, une créature inconnue sur Terre. Elle l'attaque encore, et après une lutte, finit par l'abattre. Mais à la place du sang, une substance noire s'écoule de la créature. Comme doté de conscience, le liquide fonce sur l'homme de Cro-Magnon, l'engloutissant complètement. Il est paralysé à son toucher, et dans ses yeux, la partie blanche tourne au noir nuit. Un dernier cri est entendu. Nous sommes maintenant 35 000 ans plus tard, de nos jours, au même endroit. Un gamin, Stevie, vient de tomber dans un trou. Il se trouve dans la caverne alien. Il y découvre à l'intérieur un crâne. Ravi, il montre sa découverte à ses amis au-dessus de lui. Alors qu'il rigole, il met le pied sur une étrange substance noire. Il ne peut alors plus bouger la jambe, et le liquide inconnu monte sur lui. Sous les yeux horrifiés de ses camarades, ses yeux se remplissent de liquide noir. Il fuit appeler à l'aide. Plus tard, les secours arrivent pour extraire le gamin. Mais tous les pompiers qui entrent dans la grotte cessent soudainement de donner signe de vie. Les équipes gouvernementales arrivent alors. C'est la FEMA, le Bureau fédéral de réponse aux situations d'urgence. Des scientifiques en combinaison hazmat arrivent déjà équipés de cercueils d'isolation. Ils sont dirigés par le docteur Bronchig qui, sans répondre aux questions des locaux, met la zone en quarantaine. Quelques secondes après leurs arrivées, des dizaines de citernes arrivent et des barricades sont installées. Les autorités locales ne comprennent pas la situation. Déjà 4 pompiers ont disparu. Un premier corps est sorti sous quarantaine extrême. C'est l'enfant. Bronchig, après avoir vu ses yeux, discrètement à l'abri des regards, passe un coup de fil. Il les prévient. Il leur faut un bouc émissaire. Une cabale secrète au sein du gouvernement, c'est ce qu'il se passe. Nous nous retrouvons maintenant une semaine plus tard, au bureau texan du FBI. Une alerte à la bombe a été signalée dans le bâtiment. Une équipe antiterroriste dirigée par l'agent spécial, Michaud, est en charge des opérations. On lui annonce qu'aucune bombe n'a été trouvée. Néanmoins, il les renvoie reprocéder à une recherche. Après avoir dispersé les équipes, il fixe le bâtiment à côté du leur. Parmi les agents présents, les agents Mulder et Scully, d'ordinaire affectés aux affaires non classées, les X-Files, récemment fermés, sont là aussi. Ils participent aux recherches de la bombe et à l'évacuation du bâtiment en face des bureaux du FBI. Mulder pense à un canular et inutile la recherche dans les bâtiments autour. Il décide de faire une pause et passe un réparateur de distributeur automatique. Alors qu'il s'achète un snack, Mulder remarque une machine débranchée, mais pourtant allumée. À l'intérieur, la bombe. Il reste 12 minutes avant l'explosion. Une équipe de démineurs arrive, dirigée par Michaud. Il ordonne à ses équipes de partir. Il va tenter de la désamorcer, sans l'aide de personne. Mulder, réticent, refuse de le laisser seul. Michaud lui ordonne de partir, lui assurant qu'il connaît ce type de bombe et peut la désamorcer. Mais alors que les rues se vident dans un vent de panique, Michaud, contre toute attente, est immobile devant la bombe. Il est assis devant et attend. À quelques secondes de la fin, il couvre son visage. L'explosion est immense. Mulder, rongé par la culpabilité, s'en veut devant cette tragédie. Des semaines après l'accident, nous retrouvons nos agents à Washington, au quartier général du FBI.
Ils répondent chacun leur tour à des auditions sur le fiasco de l'attentat. Le bilan est d'autant plus tragique que 5 personnes y ont trouvé la mort. Michaud, 3 pompiers et un enfant, Stevie. Ce bilan interroge Mulder et Scully, sachant que les lieux avaient été vidés. À l'extérieur de la salle d'audition, Mulder est rejoint par l'assistant directeur, Skinner. Son supérieur lui fait le topo. La commission estime que la tragédie aurait pu être évitée. Selon toute évidence, il leur faut un responsable. Et Scully et Mulder se défendent l'un l'autre. La décision de la commission n'est pas encore prise, mais ils risquent tous les deux d'être réaffectés séparément. Mulder rejoint Scully une fois les auditions terminées. Il y voit une vendetta des pontes contre lui, mais pour Scully, ça va plus loin. Elle ne croit plus au bureau et a fait le choix de démissionner si une sanction est rendue, mettant fin à leur contribution de plus de 4 ans avec celle qui a été plus qu'une partenaire. Pour se calmer, il finit sa soirée dans un bar à s'enivrer. Mulder a la certitude qu'une vie extraterrestre est présente sur Terre, mais cachée par le gouvernement. Sa conviction lui a coûté une grande carrière, mais son vrai motif d'action reste d'avoir la chance, même infime, de retrouver sa sœur, qu'il a vue se faire enlever. Alors qu'il sort pour faire pleurer Popol, il est interpellé par un homme qui lui sourit. Mulder ne le connaît pas, mais lui le connaît. C'est le docteur Alvin Kurzweil, un gynécologue. Il a connu le père de Mulder durant la guerre et a cherché à le rencontrer. Il détient selon lui des informations qui pourraient l'intéresser. Des informations sur la bombe à Dallas. Selon lui, l'agent Michaud n'a jamais tenté de désamorcer la bombe. Il l'a laissée exploser exprès. Que la cible n'était pas le bureau fédéral du FBI, mais bien le bâtiment d'à côté. Ce bâtiment abritait le service de quarantaine du département fédéral des urgences. Les bureaux du FEMA. Kurzweil révèle que les victimes étaient en réalité déjà mortes, et ce bien avant l'explosion. Michaud s'est laissé mourir pour dissimuler une vérité que le gouvernement n'avait pas anticipée et devait absolument cacher. De prime abord, Mulder ne le croit pas et s'en va. Néanmoins, trop d'éléments ne collent pas dans cette affaire. Il décide d'enquêter et va chercher Scully. Pendant ce temps, sur les lieux de la découverte de la caverne, des hélicoptères noirs font leur apparition. Le terrain ressemble désormais à un centre de recherche scientifique de pointe. Sortant de l'un des hélicoptères, l'homme à la cigarette. Un personnage au passé mystérieux, craint même par les chefs du gouvernement. Il est là pour protéger les secrets. Dans la caverne, Braunschig lui présente le résultat de leur découverte. La température y a été abaissée en dessous de 0 pour stopper une mutation. Devant eux, le corps du 4e pompier. Il a été infecté par la substance noire. Bien que les moniteurs indiquent qu'il est en parfaite santé, une créature est en gestation en lui. Elle se développe en dévorant sa force vitale et sa chair. L'homme à la cigarette semble reconnaître le cas. Il ordonne de poursuivre leurs essais. Il veut un vaccin. De leur côté, Mulder et Scully se rendent à la morgue de Washington, où les corps ont été envoyés pour vérifier les propos de Kurzweil. Étrangement, les corps sont sous haute protection militaire. Mulder non au garde en service et parvient à entrer. Scully ne comprend pas leur présence, mais Mulder avait besoin de son expertise pour une autopsie. En effet, en plus d'être agent du FBI, elle est docteur en médecine. D'abord sceptique, et ayant lu les rapports confirmant des morts dues à une explosion, elle découvre que les corps ne correspondent en rien à cette version officielle. Kurzweil avait raison. Ce qui a tué les victimes civiles n'était pas la bombe. Scully accepte d'opérer une autopsie pendant que Mulder part en savoir plus sur le docteur Kurzweil. Lorsqu'il arrive à son appartement, il le trouve envahi par des policiers. Ils l'accusent de posséder sur son ordinateur des images compromettantes d'enfants. Kurzweil est maintenant activement recherché. Mulder le sait, quelqu'un cherche à le faire taire. Avec cette accusation, Kurzweil perd tout allié et crédibilité. En sortant, un homme caché l'attire dans une ruelle, c'est Kurzweil. Il lui dévoile alors qu'il existe un virus sur lequel le gouvernement travaille, un projet qu'il aurait découvert avec le père de Mulder. Plus de 50 ans de recherche pour un projet nommé Armageddon. Selon lui, des hauts placés ont pris la décision d'abandonner la Terre aux aliens. Après avoir libéré le virus sans remède, la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences, dont les bureaux ont été détruits à Dallas, obtiendrait légalement les pleins pouvoirs pour prendre le contrôle de tous les gouvernements. En un été, ils auraient le monde dans la paume de leurs mains. Mulder, même paranoïaque, a du mal à y croire, surtout sans preuve,
Mais Kurzweil lui rappelle avant de disparaître que, jusqu'à présent, lui seul, lui a dit la vérité. Mulder appelle Scully et lui demande ce qu'elle a découvert. Aucun n'est mort de la bombe. Les morts ont été causés par une infection inconnue, aux effets fulgurants, corroborant les propos de Kurzweil. Mulder lui demande alors de l'accompagner à Dallas. Elle hésite. Elle a encore une audition à Washington le lendemain, mais il insiste. Cet attentat était une supercherie pour couvrir quelque chose. Ils doivent aller voir ses bureaux de plus près. Au bureau du FBI de Dallas, la majorité des débris recueillis de la FEMA ont déjà été envoyés à Washington. Seuls restent des fossiles récemment découverts. Mulder est rejoint par Scully, qui lui avoue être venu car effrayé par ce qui a tué ses hommes. Il lui demande de comparer ses découvertes sur les corps aux fossiles présents au bureau de la FEMA. Ils ont été affectés par le même pathogène. Ils doivent se rendre sur le lieu de la découverte. Pendant ce temps, dans la grotte préhistorique, Bronchik s'apprête à tester leur vaccin sur le corps du pompier, mais, à son horreur, le corps de celui-ci s'est ouvert, de l'intérieur. La période de gestation est terminée. L'être alien est sorti de son hôte. Attiré par la curiosité, il oublie les précautions devant la possibilité d'observer le premier être extraterrestre. Malheureusement pour lui, la créature est extrêmement agressive et l'attaque. Il parvient à lui arracher un échantillon pour la recherche et tente de s'enfuir. Mais alors qu'il arrive à la sortie de la grotte, ses collègues condamnent l'entrée et l'enterrent vivant. Avec la créature, un cri strident retentit, puis le silence. À l'autre bout des États-Unis, un homme puissant reçoit un appel téléphonique. Les membres du comité secret mondial doivent se réunir. Pétrifié, il jette un dernier regard à ses petits-enfants avant de partir. À Londres, tous ces membres de cette cabale, qui contrôlent secrètement le monde, sont réunis. Il y a 50 ans, ils ont appris l'existence d'une race alien qui, loin de venir en paix, préparait l'extinction de l'humanité via le liquide noir. Leur niveau technologique étant à des années-lumière de celui de la Terre, nous n'avions aucune chance. Pour sauver leur peau, et celle de leurs proches, ils ont accepté de les aider, de garder le secret et d'exterminer l'humanité. Aujourd'hui, leur chef, Strugold, les a réunis pour une découverte troublante. Le liquide noir, censé tuer les humains, ne se contente pas de les tuer. Il provoque la création d'aliens. Ils s'interrogent. Ont-ils été trompés? Les extraterrestres ont-ils des plans de recolonisation? Les membres du comité ne sont pas totalement abjects. Depuis 50 ans, ils ont œuvré pour créer un vaccin efficace contre le liquide noir et ses virus. Mais un autre élément vient compromettre leur plan. Mulder, qui a vu le corps en gestation, et son informateur, Kurzweil. Il donne l'ordre de les éliminer tous les deux. Cependant, tuer un agent du FBI attirerait trop l'attention. À la place, ils doivent lui arracher ce qui lui donne envie de vivre. À l'autre bout du monde, Mulder et Scully, à Dallas, arrivent sur le lieu de prélèvement des échantillons. Il n'y a rien. Plus de camions, pas de grotte. Le calme absolu. À la zone précédemment pullulant de scientifiques et de membres du gouvernement, à la place de l'entrée de la grotte, se trouve désormais un parc pour enfants totalement neuf. Contrastant avec l'environnement, témoignant d'une manœuvre grossière pour brouiller des pistes. Ils remarquent alors une bande d'enfants qu'ils interrogent. Ce sont les amis de Stevie. On leur a interdit de parler et leurs vélos sont neufs. Ils leur avouent que tous les camions et autres sont partis il y a moins d'une heure, cachés dans des camions-citernes. Ils suivent la route indiquée par les enfants. Ils roulent toute la journée, mais finissent devant une route barrée. Scully perd espoir. Elle a une audition le lendemain, et elle a encore une fois, malgré le bon sens, suivi les lubies de Mulder. Surtout après qu'il lui avoue qu'il est persuadé que les citernes cachent un virus extraterrestre. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, un train passe. Dessus, les citernes blanches. Ils les suivent et découvrent ce qui semble être une base secrète au milieu du désert. Ils traversent des champs de maïs, bizarrement présents et fleurissants en milieu aride. Ils pénètrent dans les locaux gigantesques où le climat intérieur est froid. En dessous d'eux sonne un bourdonnement. Les aérations s'ouvrent alors et libèrent des hordes d'insectes volants, tels des abeilles ou des guêpes. Ils passent l'antichambre qui libère automatiquement un gaz de décontamination, arrêtant les insectes. Ils arrivent à sortir sans avoir été piqués, mais là, ils sont alors poursuivis par des hélicoptères. Ceux qui ont fait tout ça ont un budget illimité et du pouvoir. Ils se fondent dans les immenses champs de maïs et arrivent à fuir. À leur sortie des champs, les hélicos avaient disparu. On se retrouve le lendemain à Washington,
où Scully arrive en retard à l'audition avec la commission du FBI à propos de la bombe. Elle leur présente ces nouvelles preuves prouvant une possible machination pour l'explosion. Les fossiles, ainsi que la possible implication de Michaud, mais ne peut pas présenter de preuves concrètes pour le moment. À son insu, une des abeilles transgéniques est présente sur ses vêtements. Pendant ce temps, Mulder retrouve Kurzweil. Il lui parle de ce qu'il a vu. Comment la FEMA se prépare à propager le virus via les abeilles et le pollen transgénique. À cette révélation, Kurzweil fuit. Mulder doute alors de lui lorsqu'il comprend qu'il n'a aucune réponse. Il l'accuse de s'être servi de lui et de n'avoir même jamais connu son père. Kurzweil s'en va mais le prévient. Il lui dit que ses hélicoptères n'ont pas juste disparu. Ces hommes les suivent toujours et savent très bien qui ils sont. Et maintenant, ils l'ont retrouvé, lui. Mulder a du mal à le croire, mais alors qu'il regarde en l'air, un homme les observe. De retour chez lui, pour tirer le vrai du faux, Mulder fouille ses photos de famille. Sur une photo avec son défunt père, à côté de lui un homme, un jeune Kurzweil. Il est alors surpris par l'arrivée de Scully. Son audition n'a pas convaincu, surtout après avoir déclaré avoir enquêté avec Mulder le Martien. Il la délocalise dans un autre bureau, ce qu'elle ne voulait pas. Elle apprend à Mulder sa décision de démissionner. Mulder essaie de la dissuader. Celle dont le raisonnement scientifique et l'incrédulité lui ont imposé la rigueur lui a aussi bien souvent sauvé la vie, dans des aventures qui à ce jour restent inexplicables. Dans ce qui est pour la première fois une déclaration d'amour, quelque chose pique Scully. Une simple piqûre d'abeille. Mais en un instant, elle perd ses fonctions motrices et son corps ne répond plus. Scully n'a aucune allergie. Il comprend. C'est une des abeilles transgéniques. Il appelle les urgences et ceux-ci emmènent Scully. Mais Mulder insiste pour savoir le nom de l'hôpital. Au volant de l'ambulance, il reconnaît alors l'homme du bar et celui qui le précédait dans la salle des distributeurs avant la bombe. À bout portant, il lui tire dessus et emmène Scully. Dans une aérogare, un avion cargo emmène le corps de Scully, supervisé par l'homme à la cigarette. Mulder, à son réveil, est à l'hôpital. Devant lui, les Longamen, Byers, Froike et Langley, des amis enquêteurs indépendants et alliés à la cause de Mulder. Ils sont alors rejoints par Skinner. Malgré le fait d'être second au FBI, il reste du côté de Mulder et Scully. Il est au courant de sa disparition. Mulder souhaite partir à sa recherche, mais s'il l'observe réellement, il ne s'en sortira pas la prochaine fois. Il déshabille Byers et utilise un subterfuge pour fuir. Mulder appelle Kurzweil et lui donne rendez-vous. Alors que le docteur arrive, il est surpris par l'un des membres du syndicat. Dans ses yeux, il sait qu'il va disparaître à jamais. Il paie le prix le plus cher pour la vérité. Le syndicat ferme toutes les fuites. Quand Mulder arrive au point de rendez-vous, aucune trace de Kurzweil. Dehors, il tombe sur le membre du syndicat qui l'appelle par son nom. Il lui ordonne de monter avec lui s'il veut un jour revoir Scully. Dans la voiture diplomatique, l'homme lui donne le vaccin qui pourra la sauver, ainsi que des coordonnées. Il lui avoue que ses suppositions sont vraies. Ce virus est le premier habitant de la Terre, bien avant les dinosaures. Déposé par une race extraterrestre. Ils sont venus il y a des millions d'années. Certains sont partis, mais d'autres sont restés, cachés, en sommeil sous terre sous forme de virus et de pathogènes. Mais ils reviendront. Ce vaccin, bien qu'incomplet, est notre chance. Le groupe secret pensait que le virus allait transformer les humains en esclaves. Mais non, ils vont devenir en réalité des hôtes et être totalement décimés. Le syndicat ne pouvait pas dévoiler cela au monde et a collaboré à l'invasion, aidant à préparer la propagation du virus, tout en cherchant en secret un moyen de contrecarrer les colons aliens. Leur survie avant tout. Son père en faisait partie. Il a sacrifié sa sœur. La survie promise, si le virus échouait, était le clonage en tant qu'hybride génétique. Il lui révèle que sa sœur qu'il cherche tant est en vie, en tant qu'hybride alien quelque part. Son père comptait sur Mulder pour révéler la vérité malgré tout, et tout arrêter. Il a refusé l'égoïsme des autres membres. L'homme lui avoue qu'il dit tout cela par égard aussi pour ses enfants, et qu'après avoir dit ça, il ne restera pas longtemps en vie non plus. Il avait l'ordre de tuer Kurzweil et Mulder, mais à la place, il tue son chauffeur et lui dit de sortir du véhicule. Il doit retrouver et donner le vaccin à Scully aux coordonnées dans moins de 96 heures. L'injection du vaccin dans un milieu extraterrestre devrait également défaire grandement les plans d'invasion. Sous la menace d'une arme, il ordonne à Mulder de partir avant de retourner dans sa voiture. Celle-ci explose
cachant sa trahison et protégeant sa famille. On se retrouve 48 heures plus tard en Antarctique. Dans cette toundra vide, Mulder suit les indications et coordonnées laissées par le défunt. Dans un désert blanc, il découvre alors une base secrète. Sans hésiter, il fonce vers la base. Le sol s'effondre alors sous ses pieds. Il atterrit dans un tunnel. En explorant, il arrive à la zone de recherche. Il y découvre, sous la glace, des corps en hibernation, humains et non humains. Sans le savoir, l'homme à la cigarette vient de découvrir le véhicule de Mulder et prépare ses troupes. Il se trouve dans un bâtiment immense, d'une technologie inconnue et d'une supériorité certaine. Un vaisseau extraterrestre vieux de millions d'années est toujours en fonction. Sur l'une des plateformes, le caisson contenant Scully. Au péril de sa vie et sans peur, il fonce la rejoindre. Il descend le mur grand comme un gratte-ciel, mais finit par glisser sur la surface. Il arrive à se rattraper au dernier moment, évitant une chute mortelle. Le bâtiment semble vide. Il arrive au niveau du caisson, mais celui-ci est aussi vide. Mais le collier de celle-ci est bien là. Il investigue alors les corps en animation suspendus, enfermés dans des cocons, des tuyaux les reliant aux structures. Des inconnus. Et dans le dernier, l'agent Scully. Il brise son cercueil de verre et la libère, mais celle-ci reste inerte. Il utilise alors le vaccin mystérieux donné par le membre du syndicat. Il l'injecte à Scully, puis le vaccin se propage dans la structure. Elle se réveille. Mais quelque chose d'autre se réveille aussi. La structure se met à vibrer, comme si elle revenait à la vie. Dehors, tout le monde fuit la zone, y compris l'homme à la cigarette, pendant que Mulder tente de fuir avec une Scully toujours incapable de marcher. Après avoir escaladé ce qui ressemble à une montagne de dédale, ils arrivent enfin à la trappe par où il est entré. Devant lui, un alien encore emprisonné l'observe. Scully ne bouge plus. Il doit la ranimer. Sa vie ne tient qu'à un fil. Il s'arrête pour lui faire un massage cardiaque alors qu'autour de lui les aliens se réveillent. Elle respire enfin. Autour d'eux, les aliens et les autres sortent de leur caisson. Leur temps est compté. Poursuivis dans les tunnels, ils trouvent enfin l'entrée par où Mulder est arrivé. Tout bouge. Quelque chose sort. Ils arrivent finalement à l'extérieur. À peine sortis, Mulder éloigne Scully le plus loin possible de l'épicentre. Tout à un rayon d'1 kilomètre s'effondre, rattrapant nos héros. Ils chutent dans une fosse sans fin. Non, pas vraiment. Ils sont sur quelque chose. Le bâtiment sort du sol. Scully, pratiquement inconsciente, ne le voit pas. Mais Mulder, oui. Un véritable vaisseau spatial vient de passer au-dessus d'eux. Il l'implore de regarder, mais elle n'a plus la force. Et le vaisseau disparaît à jamais. Mulder a toujours eu raison. Il finit par s'évanouir dans la neige, dans les bras d'une Scully qui reprend conscience. Lors d'une nouvelle audience dans les bureaux du FBI, il est admis que des agents du gouvernement sont impliqués dans l'attentat de Dallas. Mais le témoignage de Scully sur le virus, le complot, les abeilles transgéniques, les champs et l'immense cratère en Antarctique est ignoré pour manque de preuves et jugé invraisemblable et impossible. Pendant ce temps, toutes les preuves liées aux événements à Dallas sont détruites. Les champs de maïs, les fossiles et les citernes. Ils ne peuvent pas remettre ces allégations dans un rapport pour la Cour de justice. Scully remet cependant la seule preuve restante, l'abeille qui l'a piqué, tout en déclarant que le FBI n'est actuellement pas en mesure d'enquêter sur ce niveau d'indice. Elle quitte ensuite la salle. Elle retrouve alors Mulder, lisant un article évoquant un virus au Texas, tout en cachant les événements réels. Mulder est très énervé. L'affaire a été étouffée encore une fois. Et là, il se retrouve encore à zéro. Cette fois, il en a assez. Il veut que Scully retourne travailler en médecine plutôt que de le suivre dans ses délires et ses obsessions. Mais Scully révèle qu'elle est prête à continuer à travailler avec lui, pour ne pas laisser leurs adversaires gagner. À Tataouine, en Tunisie, l'homme à la cigarette retrouve Strugold, le leader du syndicat. Il lui révèle que Mulder reste une menace, car il a vu de ses propres yeux ce qu'ils ont fait. Le fumeur remet par ailleurs au chef du syndicat un télégramme révélant une mauvaise nouvelle. Le bureau des affaires non classées, les X-Files, a été rouvert. Le film se termine sur une vue du champ de Strugold. Un champ de maïs transgénique, avec au centre des entrepôts blancs. L'extinction continue. Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer.